Là, c'est le Bien, mes chers collègues, je vais commencer à faire un tour d'appel. Alors, M. Comène est présent, Mme Routier est présente,
Monsieur Sabatier a donné pouvoir à Monsieur Francis Hernandez. Madame Gisardin est présente. Monsieur Ferrara est là. Madame Azaïs a donné pouvoir à Madame Gisardin. Monsieur Mers arrive. Madame Coste-Joliette a donné pouvoir à moi-même. Monsieur Francis Hernandez arrive lui aussi. Madame Mugelin est présente. Monsieur Patrick André a donné pouvoir à Hervé Mers. Madame Corporon a donné pouvoir à Madame Muselin. Monsieur Arméniaud a donné pouvoir à Madame Jama. Madame Jama, Colette, elle est là. Monsieur François Escarguel est présent. Madame Sarda a donné pouvoir à Monsieur Escarguel. Monsieur Marquez est présent. Monsieur François Hernandez a donné pouvoir à Madame Blandine-Autier. Madame Caramel a donné pouvoir à Monsieur Ferrara. Monsieur Naudin est présent. C'est ça. Madame Mosler a donné pouvoir à Monsieur Naudin. Monsieur Conessa Jean-Pierre est présent. Madame Reynaud Myriam a donné pouvoir à Monsieur Conessa. Monsieur Jean-Guy Majourel est présent. Madame Descrasso-Mancuso Lydie a donné pouvoir à Monsieur Marquez. Madame Magne est présente. Madame Bouraoui a donné pouvoir à Madame Magne. Monsieur Delapierre a donné pouvoir à Monsieur Sébastien Pacoul. Madame Vera est présente. Monsieur Dominguez Sylvain a donné pouvoir à Madame Vera. Monsieur Liciardi est présent. Madame Tisser a donné pouvoir à Monsieur Liciardi. Madame Estring a donné pouvoir à Monsieur RC plutôt. Madame Lesage a donné pouvoir à Madame Vedel. Et elle va arriver. Madame Calueba aurait donné pouvoir à... Qui ? Madame Seguin. Monsieur Carabas est présent, Monsieur RC est présent, Monsieur Andral a donné pouvoir à Madame Seguin, Madame Vedel est bientôt arrivée, Monsieur Donaja a donné pouvoir à Monsieur Carabas. Pour l'instant, Madame Seguin est présente, Monsieur Pacoul est présent, Monsieur Lopez est présent et Monsieur Francis Hernandez est donc arrivé. Est présent et ça c'est toi qui le rajoute. On peut donc valablement siéger puisque le quorum est atteint. Après avoir désigné le secrétaire de séance, on a le plaisir d'avoir Anaïs Vera qui est là, donc on va lui confier le secrétariat de cette séance et il nous faut approuver le compte-rendu du précédent conseil municipal que vous avez eu. Et est-ce que vous avez des remarques ou des précisions à apporter? Je n'en vois pas. On peut donc considérer qu'il est approuvé à l'unanimité. Ensuite, j'ai à vous soumettre les décisions municipales que j'étais amené à prendre pendant le mois de mars et le mois d'avril. Est-ce que vous avez des questions sur ces décisions? Monsieur RC et puis ensuite Monsieur Carabas. Oui, bonjour à tous. Je me permets de m'interroger sur un point qui n'est pas dans les décisions, mais qui concerne la tenue elle-même du conseil municipal. Moi, je suis arrivé ici lors de la dernière mandature, c'est-à-dire ça va faire 2 ans, on va fêter cet anniversaire. J'étais présent à chacun des conseils, donc je suis bien placé pour en parler. Je n'ai jamais vu un spectateur dans la salle. Alors certes, il y avait le contexte Covid, le contexte sanitaire. Je sais que la loi permet encore d'appliquer ce contexte et d'appliquer ces mesures, c'est-à-dire de fonctionner à huis clos. Néanmoins, ça ne se fait pas partout. De nombreuses municipalités sont déjà passées sur un fonctionnement normal. Par ailleurs, vous savez très bien qu'ici, on a de nombreuses manifestations. On a eu Escalacette récemment. J'ai participé avec vous au défilé de la municipalité, au grand défilé. On était très nombreux, on avait des milliers de spectateurs. Pourquoi est-ce qu'il faudrait ici appliquer des mesures sanitaires différentes de ce qui s'applique dans l'ensemble des réunions à 7? Et pourquoi maintenir ce huis clos qui empêche les Sétois de participer au conseil municipal? Voilà.
Bon, tout d'abord, le citoyen y participe, puisqu'il participe en visio et en direct à ce conseil municipal. Puis ça ne vous a pas échappé, il y a eu quand même une crise sanitaire qui a imposé des restrictions que le gouvernement a su mettre en place pour protéger nos populations. Effectivement, ces restrictions, elles ont cours jusqu'au 22 juillet. Naturellement, effectivement, le contexte sanitaire est beaucoup plus favorable actuellement depuis un mois et demi, 2 mois à peu près. Et de ce fait, nos populations essaient de rattraper un peu le temps perdu pendant ces 2 années que nous venons de subir. Et depuis, comme vous l'avez dit, effectivement, il y a beaucoup de manifestations. Des manifestations comme Escalacet, par exemple, comme le Salon de l'Habitat, comme le Calive, et il y a des contraintes d'agenda avec des associations, je pense, autour de, je ne parle pas des manifestations autour de l'Ukraine, des manifestations autour du diabète, ou autour de certaines pathologies organisées par des professionnels, et il s'avère que les salles disponibles, il n'y en avait pas beaucoup pour cette période où nous nous trouvons. Et nous avions des impératifs de timing pour pouvoir tenir ces conseils municipaux. C'est pour cela qu'on a continué à maintenir cette contrainte avec une condition qui nous permet de statuer et de voter les délibérations auxquelles nous sommes particulièrement attachés, d'une part par la nécessité de fonctionnement et d'autre part par les contraintes réglementaires qui nous obligent à respecter un certain timing. Voilà le pourquoi de l'affaire. Après le 22 juillet, on retrouvera une configuration beaucoup plus naturelle et vous pourrez à ce moment-là assister, je l'espère, avec du public, avec du public présent, si tant est qu'il est respectueux un peu de l'Assemblée, dans des salles qui seront mises à notre disposition. Voilà, sur ce plan-là, ce que je tenais à vous répondre. Monsieur Carabas. Merci, Monsieur le maire. Bonjour à toutes et tous. Donc, je souhaiterais avoir des précisions sur une décision, la numéro 187, qui a été prise le 3 mai 2022. Voilà. Et donc, c'est une décision que vous avez signée pour que la ville de Sète puisse se porter en défense au tribunal administratif de Montpellier suite à la requête de ce tribunal administratif par la société Groupe des exploitants et cinéma indépendants. Donc, il n'y a pas le motif dans cette décision. Qu'est-ce qui motive cette société à se porter au tribunal administratif ? Bon, je vais vous l'expliquer, mais enfin, c'est pas tant pour vous que je vais l'expliquer, parce que vous connaissez très bien cette question, Monsieur Carabas. Il s'agit d'une société qui avait fait acte de candidature sur un dossier de cinéma sur la ville de Frontignan et qui avait effectivement attaqué le projet initial dans le cadre de la guerre des cinémas qui oppose Frontignan et cette agropole Méditerranée, puisque ces deux collectivités étaient porteuses il y a quelques années sur leur territoire respectif d'un projet de multiplex. Le projet de Frontignan, lui, a été revu en miniplex et porté par la GPCI, cette fameuse société qui est attributaire de la DSP du Ciné Mistral. Alors, la GPCI est le candidat qui n'a pas été retenu lors de la procédure de cession du fonds de commerce du Comédia, aussi, parallèlement. Et dans cette guerre des cinémas, différents recours ont été intentés. Un recours de GPCI contre le projet de multiplex de Ballaruc-les-Bains, tout d'abord, contre SAM. Un recours de VO contre le projet de multiplex de Frontignan. Et troisième acte,
aujourd'hui avec le recours de GPCI contre la rétrocession du fonds du Comédia à VO. Alors pourquoi ce recours? GPCI a obtenu le futur miniplex de Frontignan, comme vous le savez, mais il souhaiterait aussi avoir le monopole de l'exploitation des cinémas sur l'ensemble du territoire de cette agropole méditerranée. VO, qui est désormais exploitant du Comédia, du Palace, plus éventuellement à des projets d'extension, et un frein sérieux, naturellement, à cette ambition de monopole et d'expansionnisme de cette société GPCI. Alors, naturellement, ils n'ont pas aimé la rétrocession du cinéma, le Comédia. Mais par délibération du conseil municipal du 12 février 2018, la ville de Sète a instauré un périmètre de sauvegarde du commerce et de l'artisanat de proximité comprenant un droit de préemption justement au profit de la commune sur les cessions de fonds de commerce. Et dans ce cadre, et afin de pérenniser l'exploitation du cinéma du centre-ville, la SA Élite a acquis par décision de préemption en date du 24 août 2018, prise sur délégation de la ville, le fonds de commerce du cinéma Comédia pour un montant de 400 000 €. Et pour assurer la continuité de l'exploitation du cinéma du centre-ville, la SA Élite a conclu avec VO un contrat de location-gérance en novembre 2018 pour une durée de 3 ans, c'est-à-dire jusqu'au 26 novembre 2021. Et avant le terme du contrat, la SA Élite a lancé une procédure de rétrocession du fonds de commerce du cinéma. Cette procédure de mise en concurrence a été approuvée par le conseil municipal du 29 juillet 2021, auquel vous assistez. 2 candidats ont remis une offre VO Bassin de Thau et la SARL GPCI. Et après analyse des dossiers, la société Hexacom, qui était la société assistant maîtrise d'ouvrage de la SA Élite, a proposé de retenir l'offre de VO. Et par délibération du 22 novembre 2021, le conseil municipal a agréé la rétrocession du bail commercial de Comédia à VO. Et le recours de GPCI contre cette rétrocession porte donc sur l'incompétence de la SA Élite à préempter et à rétrocéder le cinéma, ce qui est totalement faux, puisque toutes les règles ont été bien respectées. Erreur dans l'analyse de l'offre, puisque là aussi, il y a une petite contradiction, puisque l'offre de VO était de 400 000 €, l'offre de GPCI de 450 000 €, plus une demande de subvention de 200 000 € à la ville. Ça faisait une offre de 250 000 €. C'est-à-dire, si d'un côté, on vous offre 450 000 €, mais on vous demande 200 000 €, ça ne fait pas la même somme que 400 000 €. L'offre de VO était donc la mieux disante, une politique d'animation et d'éducation à l'image très poussée. D'importants travaux de rénovation vont être engagés. La répartition des films d'art et d'essai, films généralistes conformes au cahier des charges. C'est la raison pour laquelle l'offre de GPCI n'a pas été retenue. Politique d'animation très générale, proposition faible par rapport à l'éducation à l'image, fermeture pendant 9 mois du cinéma pour travaux et problème d'impartialité dans la procédure de rétrocession. Là aussi, c'est le dernier argument qui a été invoqué par GPCI, ce qui est totalement faux, puisque le choix d'un AMO indépendant et impartial spécialisé dans l'audiovisuel avait primé. Voilà ce que je peux vous répondre à ce stade. Et puis après, naturellement, il y a une action en justice. Et donc, la ville et la SA Élite vont se défendre, bien sûr. Je vous remercie, monsieur le maire. Bon, bien que je sois à peu près d'accord avec l'ensemble de ce que vous venez de dire et qui ne répond pas d'une manière précise à la question. Parce qu'encore une fois, ce qui est mis en doute, et d'ailleurs, on peut dire ici tous ensemble qu'on a assisté à des conseils municipaux et qu'on a validé ou pas validé d'ailleurs, mais au bout du bout, c'est quand même les magistrats qui décideront
et pas vous, monsieur le maire. Non, mais vous avez voté. Vous avez voté comme moi. Non, non, on n'a La pas vente voté. AVO, hein. C'est les magistrats qui décideront Exactement, c'est si pour ça y a matière ou pas. Encore Exactement. une fois, ça met quand même en avant, le problème majeur de l'appel à procédure et de la mise en concurrence organisée par la SAELIT. Encore une fois, il y a un an, il y a un rapport de la Chambre des comptes qui pointe ce déficit majeur de la SAELIT. Et on s'aperçoit qu'une fois que ce rapport est passé, bim, le premier appel d'offres important qui se fait, et ils se font encore à nouveau toquer. Ça finit par être ridicule. Ça finit par être ridicule. Alors, Monsieur Carabas, gardez votre discours pour tout à l'heure, parce qu'on le connaît, vous allez répéter ce que vous avez dit jeudi dernier. D'autant plus que ça met en difficulté d'une manière, c'est une épée de Damoclès qui pend aujourd'hui au-dessus du comédien et qui fait, je vous rejoins, un excellent travail en termes de propositions, en termes de propositions culturelles et éducatives, en termes d'accompagnement des associations de cinéma sur 7. Et c'est bien dommage qu'il y ait cette épée de Damoclès, parce que c'est une épée de Damoclès, bien que tous les propos que vous pouvez tenir ici, et qui peuvent amener en fait à rejouer les règles de jeu et se retrouver, eux, en difficulté. Puisqu'on parle quand même de la SAELIT, j'en profiterai, monsieur le maire, et ça aussi, ça alimente la confusion. Vous m'avez écrit en décembre pour me dire qu'effectivement, ces fameux 900 000 euros seraient remboursés en décembre 2021. Au dernier conseil municipal de mars 2022, je vous ai fait la demande d'obtenir le document administratif qui affirme le remboursement par la SAELIT de ces 900 000 euros. Vous avez fait comme là, d'une manière assez goguenarde, oui, on va vous donner le talon de chèque, on vous envoie tout. À l'heure d'aujourd'hui, je n'ai rien. Donc ça veut dire qu'à l'heure d'aujourd'hui, à part votre parole, monsieur le maire, à part votre parole, en tout cas, moi, ça ne me suffit pas. Moi, ça ne me suffit pas. C'est tout simple. C'est le document administratif qui démontre que la SAELIT a bien versé les 900 000 euros qu'elle doit à la ville de Sète. Dans les comptes administratifs, naturellement, vous aurez tous les éléments, pas d'illusion. Mais ce que je voudrais souligner, moi, c'est que la demande de Jessie dans ce contentieux, elle demande l'acte de rétrocession, ce qui existe, bien évidemment. Elle demande la preuve de la publication de l'acte de rétrocession, ce qui existe évidemment bien aussi. Donc il n'y a aucune difficulté à produire ces preuves dans le cadre de ce contentieux. Et naturellement, je suis particulièrement serein devant la justice. Est-ce qu'il y a d'autres... Maître Escarguel. Non, François Escarguel. C'est pas maître, là. Non, juste deux mots. Vous nous dites que vous avez attendu depuis le mois de décembre. Le mois prochain, nous avons les comptes administratifs, sur lesquels vous aurez la maquette, et vous aurez absolument tous les documents comptables. Alors, je peux vous dire effectivement que ces 900 000 euros sont bien rentrés, mais ma parole ne vaut pas plus, bien évidemment, que celle de monsieur le maire. Donc, vous aurez, dans un mois, l'intégralité des documents comptables justifiant, avec la maquette ligne par ligne. Vous pourrez comme ça vérifier que ni monsieur le maire ni moi-même ne racontons de choses inexactes, et c'est parfaitement vérifiable. Ensuite, pour les procédures des épées Damoclès, comment interdire à quelqu'un de faire une procédure? Monsieur le maire vous expliquait qu'il y a une guerre des cinémas. Certains cinémas qui ont obtenu font des recours contre ceux qui n'ont pas obtenu, et vice-versa. Donc, voilà, attendons sereinement de savoir ce que la justice décidera. Et une fois qu'elle aura décidé, vous pourrez faire, non pas seulement un procès d'intention comme vous le faites systématiquement, mais je dirais, vous pourrez commenter une décision de justice. Pour l'instant, vous n'avez rien, et c'est toujours des procès d'intention qui sont faits. C'est ce que je voulais rajouter, c'est tout. C'est toujours des procès d'intention et de cette suspicion que vous maintenez en permanence comme le véritable épouvantail. C'est ça qui devient un peu désagréable, je ne vous cache pas quand même. Mais effectivement, dans les comptes administratifs, vous aurez tous les éléments et là, c'est intangible. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur ces décisions? Je n'en vois pas, donc on peut considérer qu'elles sont approuvées. Après ces éclaircissements, et on va donc attaquer l'ordre du jour avec un appel à projet Capitale européenne de la culture 2028.
Dans le cadre de la candidature Capitale européenne de la culture 2028, la mobilisation de l'ensemble des acteurs culturels du territoire est essentielle. Et au-delà de la construction même du projet de candidature, la ville de Sète, Sète Aglopole Méditerranée, Montpellier Métropole et la ville de Montpellier ont souhaité mettre en place un appel à projet commun à destination des acteurs culturels, lancé afin d'enrichir la création et la diffusion artistique et patrimoniale. Cet appel à projet vise à soutenir des actions artistiques, culturelles et patrimoniales, tous secteurs confondus, se déroulant entre août et décembre 2022, et se déroulera selon le calendrier suivant. Ouverture du dispositif le 1er juin 2022, clôture de l'appel à projet le 30 juin 2022, sélection des projets juillet 2022, déploiement des projets du 1er août au 31 décembre 2022. L'engagement financier de la ville pour le financement de l'ensemble des projets présentés s'élèvera à 130 000 €. Compte tenu de ces éléments, il est proposé au Conseil d'approuver le principe de l'appel à projet. C'est un peu le même principe que nous avions lancé pour le centenaire de Brassens, qui avait eu un véritable grand succès. Est-ce que vous avez des questions, Monsieur Lopez? Merci, Monsieur le maire. Comme je vous l'ai déjà exposé au précédent conseil municipal de mars, Sète est une ville de culture et Sète est une ville européenne, donc la candidature de Sète aux côtés de Montpellier est une évidence et nous la soutenons. En revanche, en lisant cette délibération, j'ai été assez étonné d'une chose. Donc, vous soumettez un appel à projet artistique et culturel avec un cahier des charges qui favorise des axes. Alors, vous avez 5 axes, vous avez par exemple la dimension européenne, la participation de la jeunesse, et ce qui m'a étonné, c'est qu'il n'y a aucune mention à l'identité de notre territoire qui est inscrite dans ce cahier des charges. Nous avons un territoire qui, grâce à notre histoire et à la mer, regorge de particularités, les joutes, la pêche, les canaux, l'étang, la conchyliculture, le canal du Midi, sont autant de sujets qui doivent eux aussi être mis à l'honneur par cette candidature de Sète en tant que capitale européenne de la culture. Notre territoire a une histoire à raconter, a une âme. Notre ville est enviée par son authenticité et nous devons utiliser cela. À ce titre, nous devons prioriser les projets artistiques qui font référence à notre particularité plutôt que les projets qui, de manière indifférenciée, auraient pu être créés n'importe où. Et c'est en cela que ça devrait, je pense, être inscrit dans le cahier des charges que vous proposez aujourd'hui. Pour autant, cette candidature doit être soutenue. Et sachez que si nos concitoyens m'élisent député, je la soutiendrai avec force. Merci. Ah oui, très bien, mais donc ça va très bien, mais justement, la notion de spécificité de notre territoire est bien contenue dans l'objet initial de cette candidature, sur le plan patrimonial, sur le plan maritime. Effectivement, on a des choses à apporter, et c'est ce qui a plu à Montpellier, à la métropole de Montpellier, et à l'agglo du Grand Pic Saint-Loup, c'est que justement on a autre chose à apporter que ceux qui sont du côté de la métropole. Et effectivement, l'héritage de... Mais c'est écrit dans toutes les lettres, dans tout le dossier. Je suis d'accord, mais ce n'est pas écrit dans le cahier des charges, en fait. Vous avez un appel à projet, et dans l'appel à projet, dans le cahier des charges de l'appel à projet, ce n'est pas inscrit, c'est pour ça. Effectivement, on attend bien des propositions et des projets qui concernent le domaine maritime, qui concernent le domaine culinaire, les spécificités de la pêche, de la conchyliculture et la transmission de nos patrimoines et de nos traditions. Romain Ferrara. Juste un mot sur le patrimoine maritime. Par exemple, quand on avait fait le dossier Sète, capitale française de la culture, il y avait tout un volet sur le patrimoine maritime local, que ce soit sur les bateaux, sur toutes les traditions autour de la mer. Et évidemment, on retrouvera ce volet-là dans cette candidature européenne. On ne va pas s'inspirer des traditions de la région d'à côté. Voilà. Bien entendu, juste ce que je mentionnais, c'est par rapport à l'appel à projet pour les artistes qui vont... Donc, bien entendu qu'il y a la candidature de Sète et de Montpellier, mais il y a aussi donc un appel à projet avec des artistes qui vont venir sur notre territoire et qui vont proposer des œuvres que vous allez choisir.
Voilà, et c'est dans ce cahier de charges, dans cet appel à projet-là, qu'il n'y a pas la mention. Bien entendu que j'imagine que dans le projet global de candidature de la ville, il y a la mention à notre authenticité. Mais je ne le vois pas juste dans l'appel à projet, c'est tout. Le cahier des charges général, c'est en toutes lettres, avec un ancrage territorial du projet, une capacité à l'échelle du bassin de vie élargi, dans le cadre d'une coopération internationale de dimension européenne. C'est répété à plusieurs reprises dans ce dossier-là. Donc, enfin, votre remarque va dans le bon sens. Moi, je suis persuadé qu'on aura de grands projets. Y a-t-il d'autres remarques? Je n'en vois pas, donc on peut passer au vote. Qui s'abstient? Qui vote contre? Adopté à l'unanimité. Le point 2, c'est l'adhésion de la ville de Sète à la Fondation du patrimoine. Là, c'est autre chose. Mais la ville de Sète, dans le cadre de la mise en valeur de son patrimoine et de sa restauration, souhaite pouvoir bénéficier d'une communication, d'un accompagnement, d'un rayonnement plus important dans le cadre de ses actions. Et à ce titre, et en lien avec cette agropole Méditerranée, la ville souhaite adhérer à la Fondation du patrimoine et envisage de proposer la décanale Saint-Louis comme projet pour bénéficier d'un accompagnement de cette fondation. Le montant de l'adhésion à cette fondation est de 1 100 €. Je vous demanderai donc d'approuver l'adhésion de la ville de Sète à la Fondation du patrimoine et de prendre acte des statuts si annexés, d'approuver le montant de l'adhésion à cette fondation à hauteur de 1 100 €. Est-ce que vous avez des précisions à demander? Vous savez, la Fondation du patrimoine permet d'avoir accès à certaines aides que la Fondation apporte sur des projets, là aussi, patrimoniaux importants. L'autre jour, j'étais dans le cadre de ma fonction de président de l'Aglo à la réhabilitation d'un moulin à grains à Montbazin qui vient d'être réhabilité, qui est magnifique. Et c'est grâce à la Fondation du patrimoine et grâce à l'aglo quand même un peu aussi, que cette réhabilitation a pu se faire. Nous, on a de grands projets aussi sur Sète, des bâtiments historiques qui nécessitent encore de nombreux investissements, même si nous avions mis plus d'1 million d'euros il y a à peu près une dizaine d'années. Il y a encore à mettre pas mal de sous sur l'orgue, sur la restauration de l'église Saint-Louis. Est-ce qu'il y a des questions? Et je pense au chantier à Versa, mais peut-être M. Carabas ne connaît pas. On lui expliquera peut-être un jour. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions. On passe au vote. Qui s'abstient? Qui vote contre? Non, parce que là, il sera obligé de se déporter, alors peut-être. Donc, adopté à l'unanimité. C'est pour ça qu'il reste silencieux. Question numéro 3. Convention de partenariat entre la ville de Sète et le département d'Indre-et-Loire, transport pour le retour des œuvres de l'exposition de Robert Combas, qui chante Sète et Georges Brassens. Le conseil départemental d'Indre-et-Loire a présenté à l'hôtel Gouin de Tours l'exposition Robert Combas, qui chante Sète et Georges Brassens, qui avait été précédemment exposé au musée Paul Valéry du 9 octobre 2021 au 31 décembre 2021. Et dans ce cadre, la ville de Sète souhaite conclure une convention de partenariat avec le conseil départemental d'Indre-et-Loire afin de permettre le portage des frais de transport retour des œuvres de l'exposition depuis Tours. En fait, on partage les frais. Compte tenu de ces éléments, il est proposé au conseil municipal d'approuver la convention de partenariat du transport retour des œuvres de l'exposition de Robert Combas, chante Sète et Georges Brassens. C'est un peu comme quand on avait planté les arbres que le président du Sénat m'avait offert à la ville de Sète, les 2 grands palmiers qui sont à l'angle de la corniche du canal des Quilles. Lui, il avait payé l'aller, moi j'avais payé le retour. Donc, et les arbres sont toujours là et ils vont très bien. Est-ce que vous avez des questions? Je n'en vois pas. On peut passer au vote. Qui s'abstient? Qui vote contre? Adopté à l'unanimité. Je passe la parole à Claude Muselin pour la création d'un pass musée. Ça, c'est une nouveauté. Merci, monsieur le maire. Alors, la plupart des grandes villes et des grands musées proposent aujourd'hui des passes permettant, par l'achat d'un seul billet, l'accès aux différents musées de leur territoire. La ville de Sète, dans le cadre de sa politique culturelle et afin d'apporter au public une offre renforcée, souhaite la création d'un pass musée
permettant pour la somme de 15 € d'accéder à l'ensemble des musées de la ville, et notamment ces 3 musées payants, l'espace Brassens, le musée Paul Valéry et le MIAM. Une convention de billetterie entre l'Office intercommunal de tourisme, Sète Archipel de Thau et la ville de Sète permettra la mise en vente à l'Office de tourisme de ce type de billets. Et l'Office de tourisme recevra en contrepartie de la gestion de ce dispositif une commission de 1 € par billet vendu. Compte tenu de ces éléments, il est proposé au Conseil municipal d'approuver le principe de la création de ce passe-musée à compter du 1er juin 2022, ainsi que la convention annexée à la délibération. Merci. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions? On passe au vote alors. Qui s'abstient? Qui vote contre? Adopté à l'unanimité. Question numéro 5. Toujours Claude Musselin. L'adhésion des associations. Le micro. Dans le cadre de ces activités, la direction de la culture est amenée à adhérer à divers réseaux professionnels. Pour cette année, 3 réseaux ont été identifiés. Air de Midi, une association regroupant les acteurs de l'art contemporain de Midi-Pyrénées, adhésion au montant de 400 € annuels. Ensuite, ANEAT, Association nationale des écoles d'art territoriales pour les pratiques artistiques amateurs, association de niveau national regroupant les écoles d'art territoriales, et ce pour un montant de 200 €. La FNCC, Fédération nationale des collectivités territoriales pour la culture, lieu de rencontre exceptionnel entre élus, permettant l'échange d'informations, la confrontation des expériences, l'analyse en commun des problématiques sectorielles comme transversales et l'élaboration de propositions dans tous les domaines de l'action culturelle locale, et ce pour un montant de 832 €. Compte tenu de ces éléments, il est proposé au Conseil municipal d'approuver l'adhésion à ces 3 associations ainsi que les montants afférents. Merci. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions pour les associations, les réseaux d'artistes. On passe au vote. Qui s'abstient? Qui vote contre? Adopté à l'unanimité. Question numéro 6. On passe la parole à Jocelyne Desjardins pour le contrat de ville 2020-2022. Merci, Monsieur le maire. La politique de la ville désigne la politique mise en place par les pouvoirs publics en complément du droit commun sur les quartiers dits prioritaires, soit pour la ville de Sète, l'île de Thau et le centre-ville, île Sud. Elle vise à réduire les inégalités sociales et les écarts de développement entre les territoires, à l'amélioration des conditions de vie de leurs habitants, en luttant notamment contre toute forme de discrimination. Cette politique s'est concrétisée par la signature de la convention NPNRU de l'île de Thau et du contrat de ville par 17 partenaires pour une période initiale 2015-2020, prorogée jusqu'en 2022. Il est proposé l'attribution de subventions afin de soutenir ces actions, déposées dans le cadre de l'appel à projet pour l'année 2022 à hauteur de 122 962 €. Ce montant est supérieur de 5,57% à celui de l'année 2021, et ce afin de renforcer les actions sur ces territoires dans un contexte social, économique et sanitaire, dans le contexte économique et sanitaire actuel. Je dois ajouter que déjà l'an dernier, il y avait une augmentation de 32% de ce montant entre 2020 et 2021 au vu des difficultés à l'époque. Compte tenu de ces éléments, il est proposé au Conseil d'approuver les propositions de subvention. Merci. Est-ce que vous avez des questions? Monsieur Hersen. Claude, coupe ton micro. Non, ce n'est pas vraiment une question, c'est juste une petite remarque. Vous vous souvenez que lors de l'introduction du conseil municipal le dernier, au mois de mars, je m'étais interrogé sur une subvention pour la décoration du futur pont de 600 000 €. Et effectivement, quand on voit ce type de mesure-là qui est extrêmement intéressante, on est en droit de se demander pourquoi, pour une série d'actions très diversifiées et très nombreuses, on ne dispose que de la somme de 117 512 €, alors qu'on a pu trouver 600 000 € pour décorer un pont. Voilà, c'est tout. C'est la seule remarque que je voulais faire. Madame Gisardin veut vous répondre. Oui, il est bien évident, monsieur, et vous le savez bien sûr, que ceci est en complément de toutes les aides de droit commun. C'est-à-dire que ce ne sont pas les seules subventions que la ville accorde, bien entendu. Par ailleurs, ce sont des crédits, les crédits politiques de la ville, ou ce sont des cofinancements.
C'est-à-dire qu'il y a l'État, il y a la région, il y a le département, il y a l'aglopole. Enfin, je veux dire, ça ne se contente pas de ça. La vie et l'agglo, bien sûr. Et donc, si vous voulez, cette somme qui peut vous paraître basse ne l'est pas du tout dans la mesure où la ville abonde par des subventions villes directement à certaines de ces associations. Chaque association, elle fait appel à différents financements. Le contrat de ville est un complément du droit commun. Et encore une fois, il y a beaucoup de financeurs. Voilà. Et puis la ville est sans doute, de vous à moi, extrêmement bien placée dans ses attributions. Hein. Je rappelle que si je prends des chiffres, encore une fois, je vous rappelle 31% d'augmentation d'une année à l'autre, puis 5,50. Mais cette année, la ville est pratiquement le plus gros, comment dire, ce sont les plus grosses subventions. Si je prends le cas du département, je suis bien obligée de le dire, c'est 9 500 €. Donc, si vous voulez, voilà. C'est vrai qu'on peut toujours espérer mieux, mais il y a beaucoup, beaucoup de financement par la ville, vraiment. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Oui, excusez-moi, je m'interrogeais juste sur les critères d'attribution, parce que c'est vrai qu'on voit un certain nombre d'associations, pour autant forcément toutes n'y sont pas, et quels sont les critères qui sont retenus pour l'attribution des subventions? Ces critères sont multiples, mais je dirais que ça se passe au travers d'un comité technique qui est suivi d'un comité de pilotage auquel participent bien entendu toutes les instances participantes, tous les partenaires. Alors, les critères, ils sont nombreux. Ils passent d'abord... Alors, les associations doivent bien sûr être sur le territoire. Elles présentent un projet, elles présentent un budget. Et tous ces critères sont travaillés tout au long de l'année. D'ailleurs, les partenaires avec lesquels nous travaillons, chacun donne un avis en fonction des renseignements qu'il a auparavant demandés. En ce qui concerne la ville, nous avons plusieurs piliers. C'est tout le projet de la politique de la ville. Donc chaque association rentre dans un type de projet. Alors il y a des actions spécifiques dans le domaine de la culture, du sport, du social. Et bien entendu, nous prenons toutes les informations que nous demandons à ces associations. La majorité d'entre elles, nous sommes partenaires depuis de nombreuses années. Oui, c'est pas que la ville qui est ici toute seule dans son Ah non, 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 c'est... Pas d'autres questions, donc on peut passer au vote. Qui s'abstient, qui vote contre, adopté à l'unanimité. Et on enchaîne par la question numéro 7 avec Madame Mottier. Appel à projet pour un socle numérique dans les écoles élémentaires. Merci, Monsieur le maire. Donc, un appel à projet a été initié par l'État en 2021 afin de lutter et de réduire la fracture numérique. La candidature de la ville de Sète a été retenue le 6 octobre 2021. Le montant du projet s'élève à 126 900 €, dont une partie pourra être cofinancée par l'État. Donc, ce projet a pour vocation de doter toutes les écoles élémentaires de Sète du socle numérique de base et ainsi permettre d'enseigner, de conduire en classe des activités d'apprentissage et de donner aux élèves des éléments d'une culture numérique. L'équipement numérique défini nationalement est composé du socle professeur et du socle élève. Le socle professeur est constitué d'un ordinateur connecté, fixe ou portable, d'un dispositif de vidéoprojection, simple ou interactif. Quant au socle élève, il comprend une classe mobile mutualisable pour 4 classes, avec minimum 6 tablettes ou 6 portables, ou 3 ordinateurs en fond de classe. À ce jour, la ville a déjà doté toutes les écoles des socles élèves et professeurs, ce qui représente l'acquisition de 180 PC et 9 tablettes. Il convient donc désormais d'équiper les écoles élémentaires en classe mobile à raison de 2 par école pour des raisons pratiques de logistique et d'organisation. Donc, compte tenu de ces éléments, je vous propose d'approuver le principe de la participation de la commune à ce projet et accepter son financement cette année. Merci. Merci, Blandine. Est-ce que vous avez des questions ou des précisions à demander? Je n'en vois pas. C'était suffisamment clair. Donc, on passe au vote. Qui s'abstient, qui vote contre, adopté à l'unanimité. Question numéro 8. C'est M. Hervé Mers qui va nous présenter quelques 3 ou 4 questions suivantes. Oui, merci Monsieur le maire. Bonsoir tout le monde. J'ai effectivement une série de délibérations techniques à vous proposer. La première concerne une instance de dialogue social. À l'occasion du renouvellement général des instances dans la fonction publique, prévu à l'issue des prochaines élections professionnelles qui se dérouleront le 8 décembre, une nouvelle instance, le comité social territorial, le CST, issu de la fusion du comité technique, c'est-à-dire le CT,
et du comité d'hygiène, sécurité et des conditions de travail, le CHSCT. Donc ce CST nouveau verra le jour. Créé par la loi de transformation de la fonction publique, sa mise en place sera effective le 1er janvier 2023. Sur la base de l'effectif apprécié au 1er janvier 2022, le conseil municipal doit fixer le nombre de représentants du personnel au sein du CST et propose donc de fixer le nombre de représentants titulaires du personnel à 8, en nombre égal avec le nombre de représentants suppléants, d'appliquer le paritarisme numérique en fixant le nombre de représentants de la collectivité égal à celui des représentants du personnel. Ce nombre est donc fixé à 8 pour les représentants titulaires de la collectivité et en nombre égal à celui des représentants suppléants, et enfin de décider le recueil par le comité social territorial de l'avis des représentants de la collectivité. Et donc, compte tenu de ces éléments, je vous propose d'adopter ces nouvelles dispositions. Merci. Pas de questions, je pense que c'est suffisamment clair. On passe au vote. Qui s'abstient, qui vote contre, adopté à l'unanimité. On enchaîne avec la création du comité social territorial commun entre la ville 7 et le CCAS. Alors là, c'est la suite de ce que nous venons de décider. Il s'agit de marier, si vous me permettez, la ville avec le CCAS, puisqu'il peut être décidé de créer un comité social territorial. Tu veux pas te marier avec nous Un comité social territorial, unique, compétent à l'égard des agents de la collectivité et d'un établissement public rattaché à cette collectivité, à condition que l'effectif global concerné soit au moins égal à 50 agents, ce qui, bien sûr, vous le savez, est le cas. Pour notre collectivité, il est intéressant de disposer d'un CST commun, compétent pour l'ensemble des agents de la collectivité et du CCAS, étant donné les liens étroits entre les deux structures et la nécessité de disposer d'une seule instance pour l'examen des questions concernant les services et impactant les agents. Donc, il vous est proposé d'adopter une instance partagée. Merci. Pas de questions? Pas de questions, donc on passe au vote. Qui s'abstient, qui vote contre, adopté à l'unanimité. Question numéro 10, toujours Hervé Mers. Excusez-moi. Comme nous venons de le voir avec la création d'un CST commun, il est intéressant de disposer d'instances paritaires communes compétentes pour l'ensemble des agents de la collectivité et du CCAS. Et donc la présente délibération a pour objet de créer une commission administrative paritaire commune entre la ville et le CCAS pour chacune des catégories A, B, C d'agents titulaires. Il vous est proposé d'approuver cette nouvelle création d'une commission administrative paritaire qui regroupe les trois catégories. Merci. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions. On passe au vote. Qui s'abstient, qui vote contre, adopté à l'unanimité. Question numéro 11. Pareil. Bis repetita, si vous me permettez. Donc, la ville et CCAS souhaitent également créer une commission consultative paritaire commune et compétente pour l'ensemble des agents contractuels des deux établissements sans distinction de catégorie. Je voudrais simplement vous préciser que, bien sûr, les syndicats ont été consultés à ce sujet et vous l'aurez compris, il s'agit de synthétiser nos rencontres, nos échanges et les prises de décision à travers ces instances, entre guillemets, mutualisées. Donc, je vous ai proposé d'approuver ce dispositif. Merci. Pas de questions. On passe au vote direct. Qui s'abstient, qui vote contre, adopté à l'unanimité. Question numéro 12. Cette fois, c'est la mise à disposition du personnel. On change un peu de sujet. Cette mise à disposition concerne Madame Sylvie Miquel, mise à disposition de SAM à côté du 1er juin 2022 pour une durée de 5 mois, à 100% de son temps de travail, afin d'assurer les fonctions de chargé de mission grand projet au service des sports. Puis nous avons Lionel Bayeul, mise à disposition toujours à SAM à compter du 1er avril 2022, pour une durée de 3 mois à 100% de son temps de travail, afin d'assurer les fonctions, pour ce qui le concerne, d'agent d'accueil au centre balnéaire à Ulfonkern. Et enfin de Emmanuel Pringiel, mise à disposition de l'association Football Club de 734 à compter du 1er juin 2022 pour une durée de 3 ans, à raison de 50% de son temps de travail, afin d'assurer les fonctions de directeur artistique. Donc, administratif, excusez-moi, oui. Oh, quoi qu'on peut faire de l'art aussi en sport. Hein.
européenne, je veux bien, mais quand même, pas jusque dans le foot. Quand même. Y a-t-il des questions? Pas de remarques sur ces mises à disposition? On peut passer au vote. Qui s'abstient? Qui vote contre? Adopté à l'unanimité. Question suivante, c'est toujours RMS, la régie du service des pompes funèbres. Alors, l'objet de la présente délibération est de mettre en place un dispositif visant à valoriser l'ancienneté des agents de droit privé du Conseil funéraire. Les barèmes ont été établis en se basant sur la grille des salaires 2021 de la Convention collective des pompes funèbres. Ainsi, les agents se verront appliquer une revalorisation sur la base de la grille annexée à la présente délibération en fonction de leur ancienneté à partir de 3 ans, puis 5 ans, puis par tranche de 5 ans. Il vous est donc proposé d'adopter ce dispositif qui permettra de reconnaître davantage les différents niveaux d'ancienneté des agents. Et ces questions ont été soumises au conseil d'exploitation de la régie en amont de la séance de notre Assemblée d'aujourd'hui. Donc, il vous est, compte tenu de ces éléments, proposé d'approuver l'application de la nouvelle grille et d'autoriser, bien sûr, Monsieur le maire pour l'application de cette délibération. Merci. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions? Donc, on peut passer au vote. Alors, qui s'abstient? Qui vote contre? Adopté à l'unanimité. Je passe la parole à Francis Hernandez. Merci, Monsieur le maire. Mes chers collègues, cette délibération sera rapide puisque c'est simplement vous demander la prorogation pour 4 mois pour le casino jeu de 7 pour permettre bien sûr l'instruction du dossier au ministère de l'Intérieur pour l'autorisation des jeux puisque nous l'avions passé lors du dernier conseil et qu'à partir de là, il n'avait pas suffisamment de temps pour pouvoir présenter et instruire ce dossier auprès du ministère de l'Intérieur, raison pour laquelle nous demandons au Conseil de délibérer sur cette prorogation de 4 mois. Merci. Pas de remarques particulières. On peut passer au vote. Qui s'abstient? Qui vote contre? Adopté à l'unanimité. Question numéro 15. Convention de groupement de commandes relatif à la gestion des infrastructures de communication électronique. Là, c'est François Escarguel qui s'y colle pour l'ICE. Oui, mes chers collègues, la présente convention a pour objet la constitution d'un groupement de commandes publiques entre la ville de Sète et Sète Agropole en Méditerranée afin de lancer une seule consultation ayant pour objet la gestion des infrastructures de communication électronique. Comme cela est souvent le cas dans le cadre de ce type de délibération, Sète Agropole en Méditerranée assurera les fonctions de coordinateur du groupement et procédera en concertation avec l'ensemble des membres de l'organisation à l'organisation de la totalité des opérations de sélection des titulaires. Sète Agropole en Méditerranée sera en outre chargée de signer et notifier et d'exécuter l'accord cadre. Compte tenu de ces éléments, il est proposé au Conseil d'approuver les termes de la convention constitutive de groupement de commandes publiques. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions. On passe au vote. Donc, qui s'abstient? Qui vote contre? Adopté à l'unanimité. Question numéro 16. Monsieur François Escarguel. Oui, mes chers collègues, conformément aux dispositions du Code général des collectivités territoriales, il nous appartient de vous rendre compte du rapport de la Chambre régionale de la Cour des comptes qui a exercé un contrôle de la gestion de la société publique locale du bassin de Thau, SPBLT, pour l'exercice 2016 à 2020. Alors, à cet effet, et avant bien évidemment de soumettre au vote, pour ceux qui n'ont pas analysé avec précaution et avec attention le rapport en question, je vais donc vous livrer la synthèse qui permet de résumer, et qui résume très bien d'ailleurs le contenu du rapport, ainsi que les 8 recommandations qui ont été effectuées, dont 7, l'une de ces recommandations ne concerne pas directement la ville de Sète, mais l'agglomération, et les autres nous concernent. Dont la Chambre régionale des comptes Occitanie a examiné les comptes et la gestion de la société publique locale du bassin de Thau. Cette société, créée fin 2015 par la communauté d'agglomération du bassin de Thau, la commune de Sète, a pour activité le stationnement et la gestion de zones d'activité économique, de compétences de la complémentarité n'apparaît pas évidente à la Cour des comptes. Elle peut également, comme la Société anonyme d'équipement du littoral de Thau, la SALIT, réaliser des opérations d'aménagement. Ces deux sociétés, qui ont leurs principaux actionnaires à public commun, se partagent les mêmes locaux, sont dirigées par les mêmes équipes. Elles ont constitué un groupement d'employeurs. La SPLBT
n'a pas concrétisé une réflexion ayant permis l'adoption de dispositifs de prévention des conflits d'intérêts en dépit d'un risque concernant son directeur général au regard de son précédent métier. De même, en matière de commande publique, la diversité des candidatures doit être facilitée par des délais adaptés et l'égalité de traitement des entreprises mieux assurée par une information suffisante sur la procédure et les critères de choix adoptés. La SPLBT ne supporte pas le risque d'exploitation des concessions d'aménagement qui est porté par la communauté d'agglomération. Le calendrier d'avancement des travaux de la zone d'activité multisite est respecté en dépit de l'impact de la crise sanitaire, ça nous concerne au moins. Une deuxième concession concerne une vaste opération de requalification et d'extension de la zone d'activité commerciale de Balruc, ça ne concerne pas la commune. La délégation de services publics stationnement prévoit une participation financière de la commune de Sète de 11 millions d'euros, rendant le risque financier de l'exploitant quasi nul. Le choix de reprise en régie de ce service semble demeurer profitable à la commune de Sète, en dépit d'une indemnité qu'elle devra verser au président délégataire. Là, les choses ont évolué, puisqu'entre-temps, le Conseil d'État est intervenu. Puisque les recettes perçues au titre du stationnement excèdent sa participation, il devrait lui permettre de disposer de droits parking en ouvrage supplémentaire au terme de la concession. Lors des 2 premières années de la concession, la SPBLT n'a pas déclaré la TVA liée à sa rémunération pour l'activité voirie. Elle a provisionné le risque fiscal lié sans régulariser sa dette. La situation financière d'ensemble de la société est bonne. Elle dispose notamment d'une rémunération forfaitaire garantie par les contrats sur les zones d'activité. La rentabilité économique de l'activité de stationnement dépasse un taux de 50%. Sa trésorerie liée au stationnement est abondante. Elle a donné lieu à des placements financiers. Là, il s'agit donc de la synthèse, c'est vraiment un résumé qui est fait par les magistrats, je ne suis pas l'auteur, de l'intégralité de ce rapport qui comprend à peu près une quarantaine de pages. Et les magistrats de la Cour des comptes, enfin de la Chambre régionale de la Cour des comptes, ont émis, suite à ces contrôles et vérifications, 8 recommandations. Je précise, recommandations, c'est vraiment comment on peut s'améliorer, ce ne sont pas des observations, et encore moins la mise en exergue ou de délit ou de risque de délit qui conduirait à un signalement auprès du parquet. C'est vraiment uniquement des recommandations. Première recommandation, renforcer le comité technique de la société pour permettre un exercice effectif du contrôle analogue. Au moment où ça a été rédigé, non mis en œuvre, à l'heure actuelle, totalement mis en œuvre. Adopter un dispositif de prévention des conflits d'intérêts applicable pour les procédures de recrutement des personnels et pour les attributions des marchés. Au moment où le rapport a été rédigé, non mis en œuvre, actuellement, totalement mis en œuvre. Maintenir l'égalité des candidats au marché de la société en assurant une même information sur la procédure et l'application des critères de choix. Indiquer non mise en œuvre, ça, la discussion est ouverte, je pense qu'on en discutera tout à l'heure. Formaliser un comité d'agrément, ça c'est le point 4 qui ne concerne pas la ville. Point 5, actualiser le compte provisionnel d'exploitation de la délégation du service public du stationnement, non mise en œuvre au moment de la rédaction, totalement mise en œuvre maintenant. Régulariser la partie de TVA non déclarée pour les années 2016 et 2017, non mise en œuvre, je vais plus loin, c'est même un refus de mise en œuvre de notre part. Évaluer la satisfaction du service rendu à l'usager dans le cadre de la délégation du stationnement, c'est en cours. Formaliser le compte au gros entretien et renouvellement et le communiquer aux délégants lors du compte rendu annuel de la collectivité, non mise en œuvre au moment de la rédaction, totalement mise en œuvre maintenant. Donc, tenant ces éléments, je sollicite du Conseil, il est proposé au Conseil de prendre acte de la communication du rapport d'observation définitive pour l'exercice 2016 et 2020, si annexé, ainsi que les réponses aux observations définitives qui l'accompagnent, et de prendre acte de la tenue du débat. Merci François. Est-ce que vous avez des questions ou des remarques? Monsieur Carabas. Je vous remercie. J'ai écouté avec toujours grand plaisir M. Escarguel qui a défendu avec brio, et vous avez raison, tout mis en cause a droit à être défendu, même lorsqu'il n'est pas défendable. J'ai également beaucoup apprécié l'intervention de M. Majourel jeudi dernier, mais bon, c'est quand même assez étonnant. 2 réponses différentes, parce que soi-disant, il y a des choses qui concernent que la ville, il y a des choses qui concernent que l'agglo.
Je rappelle que la ville est à 61%, près de 62%, actionnaire de la SPBLET. Et ce que fait la SPBLET, que ce soit sur le territoire de l'agglo, sur le territoire de la ville ou n'importe où, la ville est concernée. Donc déjà, saucissonner une réponse en deux, de cette façon-là, me paraît assez étrange. Bon. Après, j'entends les questions techniques, je ne vais pas ergoter sur la définition d'une recommandation. Je l'ai dit jeudi, nous sommes ici plusieurs à prendre connaissance régulièrement de rapports de la Cour des chambres, et les magistrats quand même sont aussi peu incisifs que ceux qui le sont souvent à 7. Parce que le sens de ce rapport, c'est quoi? Revenons au sens. Je veux bien qu'on rentre dans le détail, parce que le détail tue le sens. Mais le sens de rapport, c'est quoi? Les magistrats relèvent quoi? Et là, on n'est pas dans du procès d'intention. On est dans un rapport. Dans ce rapport, les magistrats relèvent, une double confusion. Alors déjà, une double confusion, une première, dans l'objet de la SPBLET. Stationnement... D'une façon définitive, c'est la SPLBT. Écoutez, monsieur le maire, vous voyez, vous le saurez aujourd'hui, je fais de la dyslexie. Je vous remercie d'en prendre compte et d'avoir de la compassion à ce sens-là. Mais je trouve votre remarque très intéressante. Donc, la SPBLET a deux objectifs, qui est le stationnement et l'aménagement des zones d'activité économique. Et que disent les magistrats? J'ouvre les guillemets, et vous verrez, il n'y aura pas de dyslexie là. Ainsi, il existe un doute sérieux sur la complémentarité de ces deux activités. Voilà ce que pointent les magistrats. Alors après, on peut dire, est-ce que c'est grave, un doute? Est-ce que c'est un mot important, pas important? En tout cas, les magistrats se posent la question de la complémentarité. Et on en a une illustration. Aujourd'hui, dans les décisions que vous nous avez proposées en début de conseil municipal, il y en a deux. La 133 et la 158, enfin, qui sont reprogrammées l'une sur l'autre, qui en fait vous donnez la délégation du droit de préemption à la SPBLET sur la ZAC aquatechnique entrée-est. L'entrée est, elle était, a priori jusqu'à aujourd'hui, on ne parle que de la satellite sur l'entrée est. Que vient faire cette nouvelle société au milieu? C'est quand même des empilements qui sont assez étranges et qui posent question. Là, on n'est pas dans l'entrée, on est sur le parc aquatechnique quand même. Tout à fait, tout à fait. Mais on sait très bien que c'est pour le transfert des zones économiques qui sont sur l'entrée est, rive nord. Et d'ailleurs, les magistrats pointent d'une manière... Pas du tout d'ailleurs. Vous verrez, après, ça servira, mais je pense que l'ensemble des citoyens apprécieront. Et d'ailleurs, les magistrats pointent également d'une manière très précise que les réalisations d'actions et les opérations d'aménagement sont réalisées sur un périmètre de compétences identique à la satellite. Voilà, c'est ça ce que disent les magistrats. Parce qu'il y a une incompréhension, pourquoi deux sociétés d'économie mixte sur un même périmètre, avec les mêmes actions, les mêmes opérations. Voilà. Le deuxième point que soulèvent les magistrats, c'est une déficience dans le contrôle par la ville et l'agglomération. Bon. Donc c'est là aussi, c'est pointé d'une manière, et je cite exactement ce que disent les magistrats. Les élus de la ville de Sète sont majoritaires dans le conseil d'administration de la SPBLET et ne peuvent remplir leur rôle de garant de l'usage de fonds publics. Et les magistrats expliquent ceci en disant, à l'identique des pratiques, alors c'est pas moi qui le dis, c'est pas un procès d'intention, ce sont les magistrats, à l'identique des pratiques au sein de la satellite, le conseil d'administration s'est réuni 2 fois en 2016 et 2017, 5 fois en 2018, 3 fois en 2017, et la Chambre souligne, le nombre de réunions a également été abaissé de 4 à 2 par an, alignant les dispositions statutaires avec les pratiques constatées en 2016 et 2017. Ça veut dire que ce conseil d'administration, qui depuis n'a été réuni que 3 fois par an, je rappelle que c'est ce conseil d'administration où siègent certains des élus, et il vaudrait mieux que vous ne fassiez pas ce type de pirouette, monsieur Hernandez, parce que c'est à ces conseils d'administration dont vous faites partie, où vous êtes amenés à contrôler l'utilisation de l'argent public. Et que disent les magistrats?
Et que disent les magistrats? Les magistrats disent que vous ne pouvez pas, je ne dis pas que vous ne voulez pas, que vous n'avez pas les conditions nécessaires à acter au nom de ce conseil municipal le contrôle de la chambre, le contrôle de l'argent public. Le troisième élément que ressort les magistrats dans ce rapport de la Chambre des comptes d'Occitanie, c'est un éventuel détournement des procédures. Monsieur le maire, on revient au débat introductif. Ben, c'est pas moi, c'est pas un procès d'intention, c'est la Chambre. Elle le note. Je vais faire attention sur le terme. La SPBLT n'a pas concrétisé une réflexion ayant permis l'adoption d'un dispositif de prévention des conflits d'intérêts. De même, en matière de commande publique, la diversité des candidatures et l'égalité de traitement des entreprises doit être mieux assurée. Et note également la possibilité, dans les procédures, de ne pas respecter les procédures de mise en concurrence. Fermez les guillemets. Voilà ce que disaient les magistrats. Bon, alors je ne sais pas après, est-ce que c'est des recommandations, est-ce qu'on appuie là où ça fait mal, j'en sais rien. Par contre, à mon sens, ça pose quand même deux questions, ou peut-être deux réactions, et je l'ai dit jeudi en conseil communautaire. Le premier, il y a une faillite du contrôle des financements publics utilisés par la SPBLT. Ce que je propose, c'est que ces financements, soit on a une garantie que le conseil d'administration a une réelle possibilité par le nombre de réunions, par la connaissance des dossiers et les dossiers en amont. Parce que quand même l'usage, c'est la connaissance des dossiers après que les opérations soient faites. Et que ça soit vraiment les élus qui décident de la conduite de l'aménagement de notre territoire et non pas des techniciens. Et si ça ne suffit pas, ça serait peut-être opportun que ces décisions majeures qui brassent des millions d'euros, les décisions d'engagement financier soient prises dans cette enceinte du conseil municipal. Bon. La deuxième, et je le dis d'une manière tout à fait solennelle, ça appelle quand même le maintien au poste du directeur général actuel, qui, je vous rappelle, est aussi le directeur général de la Sahélite, qui, je vous rappelle, il y a un an, a fait l'objet, lui aussi, la Sahélite, d'un rapport aussi accablant de la Chambre régionale des comptes sur des modes de gestion, sur des procédures qui ne sont pas respectées, etc. etc. Donc, jusqu'où on va? Jusqu'où va aller notre responsabilité? Il est peut-être temps de se poser la question. Et je vais quand même rappeler qu'en 2017, au départ de l'ancien directeur, un comité de recrutement avait opéré ce qu'on appelle donc des entretiens d'embauche. 3 personnes avaient été retenues, dont des anciens directeurs de SEB. Que nenni, aucun des 3. C'est un homme sorti de la poche, qui est sorti de la poche de M. François Comègne. Et que dit à l'époque M. François Comègne aux magistrats? Le président de la SEM a indiqué qu'il entendait nommer à ce poste une personne avec laquelle il avait établi des relations de confiance. Donc moi, il faudra qu'un jour, on parlait de sémantique, qu'on m'explique qu'est-ce qu'est une relation et qu'est-ce qu'est une relation de confiance. En tout cas, aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez toujours confiance, mais il me semble que le minimum qu'on pourrait avoir par rapport au directeur général de la Sahélite et de la SPBLT, c'est un minimum de défiance au regard de la conclusion des 2 rapports successifs en moins d'une année, la Sahélite et la SPBLT. Y a-t-il des remarques sur ce qui vient d'être dit? François Escarguel ou Francis ou Hervé Mers? Non, juste pour reprendre les allusions presque insupportables de ce que je viens d'entendre. Je fais partie de l'équipe du conseil d'administration. Je peux vous assurer que, d'abord, on ne vous a pas attendu pour faire de la politique et bien gérer les affaires de la ville. Et je peux vous assurer aussi que, bien sûr, et je vais prendre le mot rien que pour vous choquer, Monsieur le maire s'est entouré dans la Sahélite et dans l'autre société d'économie mixte d'une bande de caramels pour gérer les affaires de la ville. Voilà, donc essayez de garder mesure dans vos propos et limiter vos allusions qui sont juste détestables, monsieur. Merci. Merci, Francis Hernandez. Oui, permettez-moi, monsieur le maire,
de m'adresser à vous et de vous dire que je rejoins ce que vient de dire mon collègue Hervé là-dessus. Ce n'est pas la première fois qu'on met en doute la probité de nos collègues dans les commissions. Et j'estime que cette situation ne peut pas perdurer dans cet hémicycle. Tout à l'heure, nous parlions de guerre de cinéma, il me semble. Mais aujourd'hui, il y en a qui font leur cinéma. Hein. Ça, c'est clair. Je sors d'un métier qui est un métier de restaurateur. Et dans mon métier, j'avais une brigade. Et dans cette brigade, j'avais ce que l'on appelle des aboyeurs. Je ne veux pas faire de similitude, hein, loin s'en faut, hein, vous vous en doutez bien. Mais pour aboyer dans le bon sens, fallait-il connaître le bon menu et connaître l'ensemble des documents. Continuer à extraire, comme vous le faites sans arrêt, des phrases de rapports qui, forcément, vont peut-être dans votre sens. Je pense qu'il y a des analyses à avoir. Je laisserai, bien sûr, mes collègues plus analyser dans la profondeur le sujet. Quoi qu'il en soit, je ne siège pas, moi, à cette commission. Mais je peux vous garantir qu'il y a suffisamment de partage entre nous pour connaître le contenu de ces éléments. Et quand je vous entends dire certaines choses, et sans parler, bien sûr, de la probité du directeur, vous parlez des appels à marché. Il me semble qu'il y a eu plus d'une centaine de marchés qui ont été passés et le directeur n'a jamais été attaqué sur quelque recours que ce soit. Sur quelque recours que ce soit. Vous parlez de la probité ou de la gestion peut-être, et mes collègues maîtrisent mieux que moi, mais dans le rapport que j'ai lu, moi, il y a quand même certains avantages au niveau de la commission et on verra bien sûr un petit peu plus loin la rentabilité de cet organisme que vous traitez aujourd'hui par-dessus la Manche. Et pas d'autres commentaires donc... Ah, tu veux... Ah, je n'ai pas vu. Madame Seguin, je voulais compléter, j'en profite d'ailleurs pour excuser Madame Kaloueba qui n'a pas pu venir ce soir. Elle avait fait aussi quelques observations sur ce rapport et donc je vous en fais part. Tout d'abord, elle s'appuie sur le rapport qui pointe que la ville de Sète est devenue l'actionnaire majoritaire depuis 2019 et qu'elle a un pouvoir total. Cela lui permet de mettre en œuvre ses projets comme celui du parking Stalingrad, qui pour nous n'est pas un bon choix public, mais j'y reviendrai à la fin de cette intervention. La limite d'âge possible du président a même été reculée pour permettre au président actuel, donc M. Comène, de garder cette présidence. Et au conseil d'administration, les administrateurs doivent mettre en place un comité technique qui, a priori, n'a pas été mis en place, mais selon ce que nous dit M. Escarguel, qui va l'être. Tout cela fait que... on apprend plus loin aussi que dans l'avenant numéro 4, le processus d'acquisition et de cession des biens laisse ces opérations dans les mains du président de l'agglo également. Alors qu'auparavant, on votait en conseil d'agglomération, mais bon, cet avenant numéro 4 a raccourci le processus. Et donc, en termes de résultats, cela fait qu'on a un président de la SA Élite qui a les pleins pouvoirs avec son directeur, et on rencontre finalement les mêmes problèmes de gestion et de gouvernance pointés dans le rapport sur la SA Élite. Non, mais là, Madame Seguin, on est sur la SPLBT. Hein. Oui, mais on rencontre les mêmes problèmes, et je pense que c'est important de le soulever. Il y a d'autres éléments qui sont troublants dans ce rapport. Les problèmes de conflit d'intérêts dans le recrutement et la gestion des personnels, on l'a évoqué. Le même personnel qui est affecté aux deux sociétés et une absence de contrôle de l'usage des véhicules. Des appels d'offres également avec des délais de réponse trop courts pour la remise des offres et plusieurs fois lancés en période estivale, ce qui limite le nombre de réponses et l'organisation d'une saine et honnête concurrence. Et d'ailleurs, j'ajoute une question sur ce point. Donc, le rapport pointe que les appels d'offres sont réalisés dans des délais trop courts. Et à propos des travaux du parking Stalingrad dont les travaux sont annoncés début septembre. Il est fini le parking.
l'ancien Dans le parking Midi, Stalingrad, qui s'appelle maintenant Victor Hugo, c'est terminé quand même. Pardon, le parking de la place Aristide-Briand, excusez-moi. Les travaux sont annoncés dans le Midi Libre début septembre. Donc, est-ce que les permis de démolir, de construire et d'aménagement seront bien publiés bien en amont de ces travaux pour pouvoir justement lancer des appels d'offres avec un délai normal pour la concurrence? Voilà, ça c'est une question que j'ai ajoutée au point de Madame Coelhoba. Et quoi d'autre? Le rapport pointe aussi l'obligation de maintenir l'égalité des candidats au marché en assurant une même information sur la procédure et l'application des critères de choix pour éviter l'opacité. En conclusion, et j'ajoute effectivement un point, une question qui me tient particulièrement à cœur, je pense que sur les projets de la SA Élite, ce sont des projets structurants pour notre ville, des projets majeurs qui vont avoir des impacts certains sur la qualité de vie des habitants, sur les enjeux écologiques, environnementaux. Et là, pour le parking Aristide-Briand, il y a un vrai problème de démocratie, c'est-à-dire que pour des projets structurants, il me semblerait important que vous organisiez le débat public sur ce type de projet. Vous avez semblé être marqué, Monsieur Comène, par le ton employé par les personnes présentes jeudi soir en conseil d'agglomération, mais en fait, il est en votre pouvoir d'éviter d'en arriver là, c'est-à-dire à une situation qui aujourd'hui est conflictuelle. Si vous aviez mis en place des conditions de débat démocratique sur ce choix d'aménagement majeur, je pense qu'on n'en serait pas là aujourd'hui. Je vous assure que ce qu'on appelle la concertation, la démocratie participative, pour travailler dessus, puisqu'on en est à dire sur quoi on travaille aujourd'hui, c'est très utile pour un maire. C'est très utile parce que cela produit des décisions plus partagées, plus concertées, donc plus acceptées. Cela permet de gagner du temps et de gagner de l'argent public. Je ne suis pas sûre qu'à propos du parking sur la place Aristide-Briand, la manière dont on mène la décision sur ce projet fasse gagner du temps et de l'argent public, bien au contraire. Donc je pense que ça aurait un intérêt de revoir la manière dont on décide des projets structurants de notre ville, et notamment ceux qui sont menés par la SPLBT. Ah, on revient à la SPLBT là maintenant. C'est plus la SA Élite. Je crois que je n'ai pas grand-chose à vous répondre, parce qu'en plus je vois que M. Denaja veut prendre la parole, donc je répondrai après. Oui, bonsoir Monsieur le maire. Je suis navré d'être arrivé en retard, mais l'horaire que vous fixez, 17h, ne permet pas toujours d'être ponctuel pour ceux qui peuvent avoir d'autres obligations antérieurement. En plus, je m'aperçois que le conseil va quasiment finir. Donc, quand même, vu ce qu'est votre expérience, pour un conseil municipal dont vous pouviez penser qu'il durerait moins d'1h30, le mettre à 17h souligne encore plus l'inopportunité de cet horaire. Je voudrais juste dire aussi, pour détendre l'atmosphère, à mon collègue Hernandez, que pour en avoir fréquenté un, ceci n'est pas un hémicycle. Mais je sais que beaucoup y pensent en ce moment. Donc ceci est au mieux un rectangle. Bon. Et permettez-moi... Ah, c'est de la géométrie, je pense, plus que de la sémantique. Ah, voilà. Je vois que vous avez beaucoup d'humour. Non, mais tout ça pour souligner qu'effectivement, ceci, a priori, est un rectangle. C'est à la fois et de la sémantique et de la géométrie. Et ça me permet d'émettre un deuxième regret, c'est qu'une fois de plus, nous fassions des conseils municipaux dans cette salle, dans ces conditions, avec la presse reléguée sur un petit bureau derrière une porte et la population totalement à l'extérieur. Sur l'énième rapport qui est l'objet des discussions, moi je serai très bref. Bon, d'abord, c'est quand même pas neutre, hein, qu'une collectivité, que la même collectivité voit l'ensemble de ces satellites faire l'objet de rapports aussi réguliers n'est quand même jamais neutre déjà en soi, au-delà même des remarques qui sont faites dans ces rapports. Bon. En plus, les rapports, je crois que les recommandations, je pense qu'il a été fait écho à l'instant où j'arrivais. Moi, je voudrais redire ce que j'ai dit en conseil communautaire sur le fond et pour l'avenir. C'est que ce que soulignent ces deux rapports, celui sur la SA Élite et celui sur la SPLBT, je pense qu'il ne faut quand même pas vraiment les disjoindre. D'ailleurs, vous-même,
vous ne les disjoignez pas dans votre esprit, puisqu'effectivement, vous avez choisi une même tête pour diriger ces deux sociétés. Ce que soulignent, à mon avis, ces deux rapports, c'est qu'il y a un problème statutaire ou d'objet social de chacune de ces deux sociétés. Il y en a une, la SA Elite, qui s'occupe d'aménagement de l'espace, disons vite, et qui construit du logement, pour faire simple. Et l'autre, elle fait, la SPLBT, celle qui nous occupe, elle fait du stationnement et des zones d'aménagement économique. Eh bien, ça, déjà, je pense que le simple bon sens fait comprendre qu'il y a un problème. Bon. Parce que je pense que ce serait à la SA Elite de s'occuper de l'ensemble des questions d'aménagement urbain, liant tout à la fois l'immobilier locatif, la question du logement et la question de l'aménagement des zones d'activité économique. Parce que les deux sont liés, savoir où est-ce qu'on crée de la richesse et où est-ce que eh bien, s'installent les personnes qui travaillent, je pense que c'est totalement lié ensuite, en plus à des problèmes de mobilité, etc. Donc on voit bien déjà qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Donc moi, ce que je propose, c'est qu'il y ait un enseignement de fond qui soit tiré de ces deux rapports, c'est de revoir l'objet de ces deux sociétés pour faire en sorte qu'il y ait une cohérence déjà dans la réflexion sur l'aménagement de l'espace sur ce territoire. Aujourd'hui, il y a une même direction, mais demain, il y aura peut-être deux directeurs. Bon, je trouve que c'est à la même institution, ou même à la même société d'aménagement, de réfléchir à la fois à la question du logement et de l'aménagement économique de notre territoire. C'est les mêmes problématiques foncières. Le reste, c'est du stationnement. Et cette société, elle a quand même essentiellement des problématiques céto-cétoises. Alors peut-être qu'il y aura d'autres projets ailleurs dans l'agglomération, mais enfin ça reste limité. Mais je trouve que ce serait plus cohérent. Et déjà, on gagnerait, je trouve, en efficacité d'action, parce que quand même aussi, ce qu'on peut dire, c'est que la SA Elite, qui ici, effectivement, semble être une société importante, elle l'est sur notre territoire, en réalité, elle est très sous-dimensionnée. Bon. C'est pas un opérateur d'ailleurs auquel on pense immédiatement toujours sur le territoire intercommunal. Bon, rien que pour l'aménagement des 11 hectares à Frontignan, je crois sans trahir aucun secret qu'ils ne feront pas appel à ces sociétés d'aménagement, mais qui vont aller chercher le bras armé des outils régionaux, voire montpelliérains. Bon. Donc je pense qu'il faut voilà, tirer cet enseignement-là peut-être en termes de gouvernance sur ces deux sociétés, au-delà de tout ce qui a pu être relevé tout à l'heure. Merci, monsieur le maire. Merci, monsieur Donaja. Bon, effectivement, ça ne vous a pas échappé quand même que effectivement, la SA Elite et la SPLBT ont quand même des domaines d'intervention totalement différents. Mais justement, dans un souci de bonne gestion et d'efficacité, qui est un seul directeur pour les deux sociétés, ça me paraît dans la logique du moment. Actuellement, cette agropole Méditerranée, mutualisée avec d'autres communes, le directeur général, c'est le même. Au domaine de l'habitat, l'office HLM de cette taux habitat et Promologie se sont associés dans le cadre d'une SAC. Le directeur de Taux Habitat est toujours directeur de la structure. Des structures comme la CERM ou la structure de l'habitat de la métropole de Montpellier se sont fusionnés pour avoir un seul directeur. Dans l'aménagement de l'entrée Est, par exemple, la structure, la SEM de la région que vous évoquiez tout à l'heure s'associe avec la SA Elite dans le cadre de cet aménagement. Donc moi, tout cela, ça participe d'une bonne gestion et il n'y a qu'à voir les résultats de la situation financière de la SA Elite aujourd'hui par rapport à il y a une dizaine d'années, c'est autre chose. Alors, s'il y a certaines communes qui ne veulent pas travailler avec la SA Elite ou la SPLBT, ça, c'est leur affaire. Inversement, il y en a d'autres qui veulent travailler. Pas plus tard qu'au dernier conseil communautaire ou au dernier conseil d'administration de la SPLBT, on a fait rentrer dans le conseil d'administration Héros Méditerranée, puisqu'il y a des projets sur Agde à réaliser par la SPLBT. La ville de Marseillan est rentrée aussi dans le conseil
conseil d'administration. L'avantage d'une SPL, c'est qu'il y a beaucoup plus de souplesse qu'une SEM, puisqu'il y a toutes les communes qui peuvent rentrer lorsqu'elles le souhaitent, et c'est uniquement des collectivités, ce ne sont pas des privés qui rentrent là-dedans. Donc moi, je ne vais pas polémiquer là-dedans, mais enfin, je vais laisser la parole à François Escarguel pour terminer ses conclusions. Mais la mutualisation, ça fait partie des choses qui sont quand même assez mises en avant dans l'ensemble des gestions des structures des collectivités territoriales. Oui, monsieur le maire, mes chers collègues, les éléments de réaction que je pourrais avoir, c'est plus particulièrement sur la première partie des interventions, à savoir l'analyse plus réservée que devant le conseil communautaire qu'en a fait M. Carabas. Alors, analyse plus réservée, verbalement, mais dans les tribunes, il y a quand même deux éléments que quand on a le rapport en main, quand on connaît ce rapport et que l'on l'a analysé, on ne peut pas laisser passer. C'est premièrement des élus qui ne remplissent pas leur rôle. Il y a eu des réactions, si je puis dire, presque épidermiques de deux de mes collègues, dont un fait partie du conseil d'administration. J'en fais également partie. Je pourrais avoir une réaction, mon collègue Fernandez n'en fait pas partie, j'aurais pu avoir une réaction épidermique, je vais essayer d'avoir une réaction beaucoup plus raisonnée. Ça, c'est le premier point, c'est-à-dire ce qu'on appelle en fait le contrôle analogue. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, qu'on retrouve également dans la tribune et que vous avez également soulevé, c'est ce que vous appelez des éventuels détournements de procédure. Alors, à la fois le rôle des élus et à la fois les éventuels détournements de procédure, ce sont des termes qui sont lourds de sens. Ce sont des termes qui, pour moi, en tant que membre du conseil d'administration de la SPBLT, sont à la limite de la diffamation. Ça veut dire en fait que nous sommes des élus. Ça veut dire en fait, non, c'est pas exactement ce qu'ils disent, et je vais vous l'expliquer. Un rapport en main, parce que quand même, c'est presque un aveu. Je serais devant le tribunal, je dirais c'est un aveu judiciaire. C'est pas devant le tribunal, mais je lis quand même dans la tribune qui a été publiée très récemment dans le journal de l'Aglo, Tribune Libre, du groupe Les élus communautaires du groupe Taux Ensemble, nous allons étudier très précisément ce rapport. Alors vous exprimez, alors que vous ne l'avez même pas étudié précisément ce rapport. Moi, je l'ai étudié précisément. Et si nécessaire, comme pour la SAélite, nous interpellerons monsieur le préfet, vous pouvez le faire, ça c'est pas dérangeant, voir monsieur le procureur des dérives constatées par les magistrats. Dérives, procédures détournées, élus qui ne font pas leur boulot. Moi, je me considère comme étant diffamé par ce qui est écrit là. Mais je me pose la question parce qu'au bout d'un moment, on l'entend une fois, on l'entend deux fois, on l'entend trois fois. Donc, pour que les choses soient claires, pour que les choses soient claires, je vais, j'espère pour la dernière fois, vous expliquer ce qui est mis en place, vous expliquer ce qui a été mis en place, avec bien évidemment les éléments démontrant de la réalité, puisque la parole d'élu ne suffit pas, donc nous avons bien évidemment les éléments. Donc vous nous parlez du contrôle analogue en disant que nous sommes une espèce totalement défaillant. Déjà, faudrait-il savoir ce que c'est que le contrôle analogue? Moi je le sais bien évidemment. J'espère que vous le savez, mais j'en doute lorsque j'entends vos interventions. Et donc là également, et moi je cite les pages, je ne dis pas il y a dans le rapport et je mets des guillemets, non, moi je vous dis page 10 et page 11 du rapport, qui n'est pas numéroté, mais je l'ai numéroté moi-même pour faciliter les opérations. Point 2.2, contrôle analogue à développer. Et la Cour, la Chambre plus ou moins régionale des comptes, explique au niveau des statuts et indique que le règlement intérieur retient la mise en place d'un comité technique composé d'un représentant pour chaque actionnaire et du directeur général qui dispose d'un rôle consultatif. Le comité technique a vocation à préparer les décisions du conseil d'administration. Et là, la Chambre régionale de la Cour des comptes, dans le cadre de son travail, je dirais pédagogique pour que nous puissions nous améliorer, nous explique en pratique l'existence de ce comité devrait permettre de vérifier que les élus qui participent à la détermination des orientations stratégiques, ça c'est la définition effectivement du contrôle en question, ont la connaissance de ces perspectives financières, approuvent les budgets, la politique financière, les rapports annuels, et participent à toutes les décisions, accèdent au suivi des opérations par l'intermédiaire des comptes rendus d'activité. Donc ces rapports techniques pour la Cour des comptes, ou pour la Chambre régionale de la Cour des comptes, est la façon de concrétiser et d'exprimer le véritable contrôle en la matière. Donc, partant de là, les choses sont parfaitement claires.
il y avait en l'espèce, et la Cour des comptes nous recommandant de faire un comité technique par mois, ce qui est absolument impossible dans la mesure où les élus qui représentent et qui sont au conseil d'administration ont des délégations, ont également une activité professionnelle pour certains, et donc on ne peut pas multiplier les opérations. Mais ce qui est important, il y avait 2 comités, maintenant il y en a 4. Et ces 4 ont été votés par le conseil d'administration et par l'Assemblée générale. J'avais le PV avec moi, je sais tout ce que j'en ai fait, mais enfin il est par là. De façon parfaitement claire, le procès-verbal indique et ça a été voté. Premier point. Deuxième point, vous avez stigmatisé, en reprenant certains extraits du rapport en question, le manque de réunions et d'informations qu'auraient les élus, qui seraient finalement des godillots, le petit doigt sur la couture, et qui ne seraient en fait que la caution de ce que décide arbitrairement et M. le maire, qui est le président, et le directeur général, qui est M. Clerc. C'est à peu près ce que vous avez indiqué. Sachez que sur 2022, nous sommes actuellement, je crois, le 23 mai, il y a eu 25 réunions entre les comités techniques, les conseils d'administration, les assemblées générales, les comités de pilotage et les réunions techniques villes. 5. Je vous parle de 2022. Je vous parle de 2022, je vous parle de ce que je connais. 2021, 34 réunions. 34 réunions. Donc effectivement, nous avons mis des recommandations. Et les recommandations ont été mises, comme je vous l'ai indiqué, en œuvre. Donc le contrôle est réel, le contrôle est effectif. Et si vous... Voilà, c'est le conseil d'administration, pardon, du 18 mai 2022, puisque je l'ai là, et son précédent. Donc, en ce qui concerne le contrôle, il n'y a strictement aucune difficulté. Si vous voulez, ou si qui que ce soit veut les éléments pour démontrer la réalité de ce que je vous affirme, vous aurez des éléments qui démontrent la réalité de ce que je vous affirme. À partir de maintenant, à partir du moment où les éléments sont à votre disposition, je ne saurais que trop vous inviter à éviter systématiquement de mettre en cause les élus qui siègent, parce que les élus qui siègent font leur boulot. Et quand on se, vous m'excuserez le terme, quand on se tape 25 réunions, pas moi, puisque je ne vais pas toutes les réunions, mais lorsque certains élus, je pense par exemple à M. Sabatier, qui est dans les comités techniques, qui se tape entre le mois de janvier et le mois de mai 25 réunions, d'indiquer qu'il ne faut rien, qu'il est le petit doigt sur la couture, et qu'on laisse finalement se dérouler ce qu'on veut avec l'argent public, c'est diffamant. C'est de l'argent public, nous en sommes garants. Et donc, quand je me sens attaqué, eh bien, tout simplement, je me défends. Alors, vous parlez de saisir le procureur. Oui, mais saisissez-le, le procureur. Saisissez-le, le procureur. Faites-le. Lisez attentivement le rapport, puis saisissez le procureur. C'est absolument inacceptable, ce type de propos. Deuxièmement, détournement de procédure est en matière de commande publique. Il y a 2 éléments sur lesquels la Cour des comptes, sur l'exercice 2016-2020, donc 2016-2020, c'est pas maintenant, attire l'attention de la direction générale. Premier élément, c'est quand même écrit dans le rapport. J'essaie de retrouver où je l'avais mis, parce que j'ai mis beaucoup d'annotations sur lesquelles il est indiqué que depuis l'arrivée de la nouvelle direction, donc soyons clairs, nouvelle direction générale, c'est M. Christophe Clerc, la commande publique s'est professionnalisée. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Cour des comptes. Je vous trouverai, si vous avez besoin, la page précise. Deuxième chose, il est fait état de 2 situations, même de 3. Premièrement, risque de conflit d'intérêt par rapport au personnel. Et que nous dit la Cour des comptes, de façon parfaitement claire, pragmatique et objective? Il faut, pour protéger par rapport au personnel des éventuels conflits d'intérêts, insérer dans les contrats des clauses qui protègent de ce conflit d'intérêts. C'est une des recommandations qui a été effectuée. Actuellement, dans l'ensemble des contrats, et là encore une fois, c'est acté par procès-verbal du conseil d'administration, dans l'ensemble des contrats actuels, nouveaux donc, que fait la SPBLT, je suis également un petit peu dyslexique, donc si des fois je me trompe, vous m'en excuserez, pas au niveau du raisonnement, au niveau uniquement des sigles et des lettres. Ces clauses sont parfaitement claires et sont indiquées. Là également, document objectif, parfaitement vérifiable. Deuxième élément au niveau des conflits d'intérêts, il est indiqué que M. Clerc, pour ne pas le citer, dans le cadre de son ancienne activité, pourrait éventuellement être en conflit d'intérêts avec des maîtres d'œuvre
avec lesquels son cabinet, à l'époque, aurait pu travailler. Ce qui est indiqué. Donc là également, comme je le fais moi en matière d'élu en commande publique de Ville de Sète, il y a des procédures qui ont été mises en place pour éviter ces conflits d'intérêts. Alors au niveau de la commande publique de Sète, ce sont des arrêtés de déport, ce qui ne peut pas se faire évidemment au niveau de l'SPLBT. Mais il y a donc un règlement, une modification du règlement intérieur qui, là également, a fait l'objet d'une adoption en conseil d'administration. Procès-verbal qui est à votre disposition si vous le souhaitez. Il suffit que vous en fassiez la demande au service et ils vous seront communiqués, avec l'ensemble de la procédure qui prévoit que tout ce qui concerne la maîtrise d'ouvrage, M. Clerc ne siégera pas dans le cadre ni des rapports, alors là c'est pas siégé, mais ne participera pas au RAO, c'est-à-dire au rapport d'appel d'offres, et il ne participera pas bien évidemment à la commission des appels d'offres. Et ce qui est valable pour M. Clerc l'est également pour l'ensemble des membres du personnel qui sont amenés à travailler sur un rappel d'offres, s'il y a le moindre doute sur un conflit d'intérêts. Sachant qu'un conflit d'intérêts, ce n'est pas une qualification pénale. C'est des éléments de fait qui peuvent déboucher sur une qualification pénale, mais ce n'est pas une qualification pénale. Ça, c'est le deuxième point sur les conflits d'intérêts. Troisième point, ce qui concerne la commande publique, la Cour des comptes indique que les délais tenant la complexité des opérations en matière de construction de bâtiments immeubles sont trop courts. Ben, la Cour des comptes a une vue qui n'est pas forcément la nôtre. Moi, ce qui m'intéresserait, en tout cas ce qui ne m'intéresserait pas, ce qui m'alerterait effectivement, ce serait que les délais ne soient pas respectés, les délais légaux sont parfaitement respectés. Et quand on nous dit qu'il serait plus efficace, qu'il soit plus long, qu'il serait plus efficace que les appels d'offres soient davantage travaillés, soient davantage rédigés, c'est uniquement, ça ce n'est pas un jugement, c'est une appréciation de la part du magistrat qui a fait le contrôle, et à aucun moment n'est stigmatisé un manquement à la loi quant au délai. Donc en l'état, les éléments sont maintenus. C'était les trois observations sur lesquelles je voulais m'expliquer, dans la mesure où, vous l'aurez compris, je suis, alors que je sois fatigué, ce n'est pas votre problème, mais je suis ulcéré d'entendre systématiquement que les membres du conseil d'administration ne font pas leur boulot, qu'on ne protège pas les données publiques et qu'on est systématiquement au garde à vous le plus doigt sur la couture. Je crois que les explications, vous les avez, elles sont contenues lorsqu'on lit le rapport de la Cour des comptes, elles sont contenues, et tous les éléments de mise en œuvre, je vous ai tout à l'heure donné lecture des observations, des recommandations qui ont été faites, élément par élément, en nous disant totalement fait, la TVA, on ne la paiera pas parce que c'est prescrit, et là on peut engager une discussion avec des juristes selon ce que c'est la prescription, mais là également, consultation de la direction départementale des finances publiques qui nous a dit c'est prescrit, vous ne devez strictement rien, je ne parle pas du fond. Nous avions des éléments sur le fond pour ne pas avoir à payer la TVA, ce qui nous est reproché. Mais dans tous les cas, c'est prescrit, donc on ne paiera pas. Sur ça, il y a un refus total. Tout le reste, c'est soit des éléments de satisfaction du public des parkings, et ça, c'est pas le plus urgent, donc c'est en cours. Et tout ce qui est important, et où la Cour des comptes nous a dit vous êtes amélioré, vous avez professionnalisé les appels d'offres, mais vous pouvez mieux faire, et pour faire mieux, il vous faut appliquer tel élément, mais tout ça, ça a été mis en place. Quand on nous a dit attention au contrôle, vous n'êtes pas suffisamment présent pour l'exercer, comment vous pouvez l'exercer, on nous l'explique, et on le met en place. Si c'était un bulletin de notes, il y aurait marqué élève au moyen, peut mieux faire, et bien actuellement, nous faisons mieux. Voilà quelles étaient les observations que je devais. Bien, Monsieur Pacoul. Merci. De manière très succincte, la lecture du rapport fait apparaître qu'il y a des placements financiers aujourd'hui qui sont faits eu égard aux bons résultats économiques de la SPLBT. La SPLBT, lorsqu'elle a été constituée, justement, c'était un remplacement par rapport à Vinci Park pour, entre guillemets, rendre de l'argent aux Sétois, puisqu'on ne voyait pas où allait l'argent qu'encaissait Vinci. Bien sûr, il y a des investissements sur la place Stalingrad qui vont être faits à hauteur de 11 millions d'euros à peu près, qui vont être plus chers puisque le projet étant retardé et l'augmentation des coûts des matériaux étant aussi ce qu'elle est aujourd'hui. On sait très bien qu'il y aura des avenants successifs. Par contre, une partie de ces réserves financières ne pourrait-elle pas être réattribuée en baisse de tarification sur les parkings souterrains, notamment celui de la place Victor Hugo, qui aujourd'hui apparaît cher pour certains Sétois et a besoin de se lancer progressivement.
Donc d'un côté, ce qu'on offrirait sur une baisse tarifaire se regagnerait sur un taux de remplissage supérieur, et ainsi on pourrait aussi rendre un peu d'argent aux Sétois et aux automobilistes qui en ont bien besoin en ce moment. Francis Hernandez. Oui, juste pour ajouter un petit élément là-dessus, et vous venez de le préciser, effectivement, lorsque l'on regarde des organismes de la même situation, de la même capacité que la SPLBT, force est de constater que dans l'ensemble, ils font à peu près 5-6% de rentabilité, voire certains sont même pas mal en déficit. Au passage, je rappellerai que notre SPLBT, elle fait 13% de rentabilité. Alors qu'avant, nos prédécesseurs avaient préféré confier la gestion des stationnements au grand capital du CAC 40, et là, les citoyens n'avaient pas du tout accès aux bénéfices et aux résultats de ces exploitations. Et puis on a vu, les citoyens, ils ont récupéré un parking qui était dans un état des parkings qui étaient dans un état catastrophique, et maintenant les citoyens, quand ils vont se garer sur le canal ou quand ils vont se garer dans les halles, ils n'ont pas honte de rentrer dans un parking, et on s'aperçoit que la fréquentation est en augmentation très nette, puisque tout à l'heure j'avais les chiffres des premiers 4 mois de l'année, et c'est absolument particulièrement impressionnant. Et tout le monde me dit, même le parking du Victor Hugo, qui lui répond à une attente de tout le quartier, pas plus tard que ce matin à 8h30, parce que je sortais de chez moi, une voisine me dit, Monsieur le maire, merci d'avoir mis le stationnement payant dans le quartier, parce que maintenant, le soir, quand on rentre, on peut se garer dans les rues Jules Vallès, rue Lacanal, rue Voltaire, ainsi de suite. Donc, les citoyens, on leur rend l'argent, puisque ce sont ces aménagements qui permettent, justement, les résultats de ce stationnement qui est payé à 80% ou 75% par des gens qui viennent de l'extérieur, et non pas qui est pris dans les impôts des poches de citoyens, pour faire ces aménagements structurants, aménager les places, libérer l'espace public et faire des rues piétonnes comme la rue Alsace-Lorraine, la rue Le Quai Suquet, le Quai Le Maresquier, qui sont encore en travaux. Mais lorsque ça finit, alors c'est sûr, chaque fois qu'on fait des travaux, tout le monde est un peu gêné, embêté, perturbé, mais une fois que les travaux sont terminés, tout le monde reprend possession de cet espace public, plutôt que de laisser des voitures crampons stationnées en permanence. Alors ensuite, concernant les contrôles de la CRC qui sont réguliers sur les satellites de la ville, les satellites de l'agglomération, mais ça, c'est une règle qui est nationale, c'est pas une règle spécifique à Sète, ou parce que le maire de Sète, mais non, je n'ai pas la tête, monsieur Carabas, vous allez très bien. Les CRC de toute la France font un contrôle tous les 5 ans de toutes les grandes structures avec tous les satellites qui sont concernés. Donc on aura l'occasion de les revoir, vous inquiétez pas, j'espère que vous serez toujours là, et dans 5 ans, on en reparlera. Merci. Sur ce, je pense que tout le monde a pu s'exprimer. Alors, monsieur Escarguel a trouvé la dernière note qu'il cherchait. Non, c'est juste une observation, c'est ce que vous venez d'indiquer, monsieur le maire, sur le chemin de tête de monsieur Carabas. Je demandais, par titre de curiosité, évidemment, ce qu'on me communique les dates à laquelle la commune de Sète est exposée à des examens par la Chambre régionale de la Cour des comptes. J'en ai en 95, j'en ai en 2002, mais en 2002, sur les exercices 93 à 2001. Donc, c'était sous la... Alors, il y a eu mandature en marchand, quasiment tout le temps, mandature à Liberty et mandature au commun. Donc, je veux dire, et sur chaque administration, il y a eu systématiquement des contrôles de la Cour des comptes. Donc, je ne sais pas si c'était ciblé ou pas, mais en tout cas, nous avons tous les 4 ans à peu près, sur les 4 années... Le rythme, c'est tous les 5 ans. Voilà. Tous les 5 Donc, ans. tous les exercices, depuis juin 95, parce que je n'ai pas l'antériorité à juin 95, tous les exercices depuis juin 95 sont passés systématiquement au crible de la Cour des comptes, de la Chambre régionale, qui fait son travail. Elle est faite pour ça. Ce que je disais l'autre jour en conseil d'aglo, moi ça ne me gêne pas. Bien au contraire, j'ai rien à cacher parce que alors je suis serein. Je ne sais pas comme vous, je ne suis pas traîné en permanence à savoir, à vouloir comment on va cacher ci, comment on va cacher ça. Moi au contraire, je considère les contrôles de la Chambre régionale des comptes comme un accompagnement des collectivités
comme un accompagnement des élus, parce que bien sûr, personne n'est parfait. Je ne suis pas parfait, nous ne sommes pas parfaits, certainement pas vous, Monsieur Carabas, mais je crois qu'on est là pour essayer d'être accompagné et guidé. Et des mandatures, moi je n'en ai fait plus qu'une, j'en ai fait quelques-unes quand même. Sur ce, on peut considérer que le rapport a été présenté, on peut prendre acte. Question suivante. Question. Question. Prendre acte. On a pris acte. Question suivante. Question 17. C'est la mise en valeur de la forêt des pierres blanches. Alors là aussi, c'est pareil. Cette délibération a pour objet d'approuver la convention particulière d'application relative aux travaux à mettre en œuvre pour 2022 dans le cadre de la mise en valeur de la forêt des pierres blanches et ainsi procéder au versement d'une subvention annuelle d'un montant de 20 000 € TTC à l'ONF. Cette participation correspond à 74% du montant hors taxe du financement de l'ensemble des travaux, tandis que l'ONF assurera le financement complémentaire à hauteur de 26%. Il vous est donc proposé d'approuver les termes de la convention particulière d'application pour l'année 2022 et de la convention partenariale entre l'ONF et la ville de Sète, et d'approuver la dépense d'un montant de 20 000 € découlant de cette convention qui sera prélevée sur les crédits prévus à cet effet. Est-ce que vous avez des questions? C'est un renouvellement régulier, habituel, donc on peut passer au vote. Qui s'abstient, qui vote contre, adopté à l'unanimité. Question 18, c'est l'adoption du plan d'organisation et de surveillance des secours des piscines. Le poste, mais ce n'est pas le même que celui qu'on a l'habitude de pratiquer. C'est le poste avec 2 S, celui-là. C'est un poste avec 2 S, monsieur le maire. La présente délibération a pour objet l'adoption du plan d'organisation de surveillance des secours des piscines. Le poste, bien que cette mise en place ne soit pas une obligation, la ville de Sète, faisant de la sécurité une priorité, souhaite adopter un poste qui regroupe pour un même établissement l'ensemble des mesures de prévention des accidents liés aux activités aquatiques, de baignade, de natation et de planification des secours. C'est un outil indispensable pour optimiser la sécurité des établissements aquatiques. Compte tenu de ces éléments, il est proposé au conseil municipal d'approuver le plan d'organisation et de surveillance des secours des piscines annexées. Ok, merci. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions sur le poste, donc on passe au vote. Qui s'abstient, qui vote contre, adopté à l'unanimité. Et je crois que c'est Monsieur Marquez qui Je continue, remplace Vincent Sabatier. Donc, dans le cadre de la réalisation d'un giratoire destiné à intégrer le raccordement du pont à créer sur le canal de la Pérade entre l'avenue Gilbert Matelli et le quai des Moulins, la SCI de Lieuze a accepté la cession au profit de la ville des parcelles cadastrées AH 129 et AH 131, respectivement d'une superficie de 37 mètres carrés et 303 mètres carrés pour la somme de 51 000 €, soit 150 € le mètre carré. La ville prendra en outre en charge les frais inhérents à cette acquisition. Compte tenu de ces éléments, il est proposé au conseil municipal d'approuver le principe de l'acquisition des parcelles pour la somme de 51 000 € auprès de la SCI de Lieuze. Merci. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions. Vous savez à quoi ça correspond? Ça correspond à l'emprise pour le rond-point du pont du conservatoire cher à Monsieur RC. Donc on peut passer au vote. Qui s'abstient, qui vote contre, adopté à l'unanimité. Question numéro 20, toujours Hervé Marquez. On va clôturer. Alors, cette fois-ci, il s'agit d'une cession. Monsieur et Madame Échalier, propriétaires de la parcelle cadastrée section BD 188, ont sollicité l'acquisition de la parcelle attenante d'une superficie de 52 mètres carrés appartenant au domaine privé communal et estimée par les services de France Domaine à 12 000 €. L'ensemble des frais inhérents sera pris en charge par les acquéreurs. Compte tenu de ces éléments, il est proposé au conseil municipal d'approuver sur le principe la cession d'une parcelle cadastrée à Monsieur et Madame Échalier pour la somme de 12 000 €. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions. On peut passer au vote. Qui s'abstient, qui vote contre, adopté à l'unanimité. Mesdames et messieurs, vous avez été particulièrement efficaces et performants. L'ordre du jour est épuisé. La séance est levée. Je vous remercie. Bonne fin de soirée.